Bonsoir, bonjour chers internautes. Merci beaucoup d'être connectés sur notre chaîne YouTube RDC Nouveau Départ, mais également la page Facebook portant les mêmes noms. Ça fait très longtemps, à peu près un mois, depuis que nous n'avons pas, n'est-ce pas, émis à partir de cette chaîne pour vous présenter nos émissions. Nous étions un peu occupés, mais nous sommes de retour. Nous espérons que vous avez eu de bons moments et nous en profitons pour vous souhaiter joyeuses fêtes de Noël, aussi nos meilleurs vœux pour l'année qui va débuter d'ici là. Je m'appelle Frédéric Bigou-Kayabou, je suis le présentateur et l'initiateur de cette chaîne RDC Nouveau Départ, mais également c'est une chaîne YouTube. Nous avons comme ligne éditoriale justice, paix et développement. Nous n'appartenons pas au groupe, au parti politique. Nous sommes indépendants. Nous partons des faits pour analyser. Nous partons des faits que nous constatons. Nous les analysons par rapport à la loi, par rapport à la jurisprudence, par rapport à l'expérience, n'est-ce pas, que nous pouvons constater ci et là, pour venir vers des conclusions afin d'améliorer la situation qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, mais également dans le monde. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important aussi, intitulé « Pourquoi la province de Sud-Kivu ne se développe-t-elle pas ?» Pourquoi cette province, malgré ses ressources énormes, naturelles, des ressources humaines, pourquoi cette province ne parvient-elle pas à décoller? Voilà, c'est notre thème du jour. Et pour cela, nous aurons notre invité, M. Rémi Kassindi, qui est membre de la société civile, mais aussi un défenseur des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question et nous allons essayer, n'est-ce pas, de l'analyser et essayer de comprendre quels sont les enjeux politiques, juridiques, économiques, quels seraient les problèmes. La province qui vous regorge beaucoup de ressources, de potentialités. C'est une province qui est située à l'est de la RDC, qui a comme limite la capitale du Burundi, ou le Bujumbura, et qui a aussi, c'est une province qui est aussi ouverte via le lac Tanganyika. C'est une province qui est ouverte à la République de la Tanzanie, mais c'est aussi une province qui entretient, n'est-ce pas, des trafics lacustres, n'est-ce pas, avec la Zambie, ainsi de suite. À part ça, il y a la faune, il y a la flore, et il y a aussi d'autres sources de financement au niveau de la province. Il y a les impôts, il y a des taxes, des quittances, il y a beaucoup de ressources. Mais pourquoi, après tout ça, la province ne parvient-elle pas à se développer, à décoller? C'est ça la question. Récemment, vous avez appris, comme moi, qu'il y avait une motion de censure qui a été initiée par les députés provinciaux contre le gouvernement de la province, monsieur, son excellence Théo Ngwabidje Kassi. Mais malheureusement pour les députés, le motionnaire, n'est-ce pas, le gouverneur est sorti sain et sauf. Ça veut dire que les députés provinciaux, à la grande majorité, ont voté pour les non. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voté pour le départ du gouvernement provincial et le gouverneur des provinces. Voilà les enjeux que nous allons comprendre. C'est expliquer ce soir, c'est de comprendre pourquoi c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Si nous pouvons faire un petit bilan, pas un bilan, mais nous pouvons présenter la liste des gouverneurs qui ont déjà eu à défiler à la tête de la province de Kivu. Il y en a 23 depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui. Donc, la province du Sud Kivu a déjà connu 23 gouverneurs. Sous Mobutu, il y en avait eu 8. Et le dernier, c'était le feu Charles Magabe. Sous le RCD, nous allons prendre la période de 2004
à 2020, c'est du gouverneur. Et il vous souviendra que le gouverneur, l'ancien gouverneur Chibalonza était défié par une motion de censure. Et donc, il était tombé par la motion de censure initiée par le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale. Et donc, on se demande pourquoi il y a un débat pareil au niveau de la province. C'est une province qui regorge des universités, parmi les meilleures, n'est-ce pas, au pays, des cadres, des personnes qui réfléchissent, mais malgré cela, rien n'avance. Et voilà, sans plus tarder, nous allons tenter de joindre notre invité, M. Rémi Kassindi, qui est membre de la société civile. Il va essayer de nous expliquer pourquoi c'est là. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la province? Quel est le problème? C'est Kinshasa qui bloque? Nous allons essayer de comprendre tous ces enjeux-là. Bonsoir, monsieur Rémi Kassindi. Bonsoir, monsieur Frédéric, et bonsoir à tous les auditeurs, et bonsoir à la population congolaise, celle d'ici qui va en particulier. Merci beaucoup. Nous en profitons pour vous souhaiter joyeux Noël, si vous êtes chrétien, bien entendu, et en même temps, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année qui va débuter pratiquement dans une semaine. Merci beaucoup. Je fais également, je vous réciproque également les mêmes vœux. Je les souhaite également pour toute la population congolaise, principalement celle qui est en train de souffrir dans les provinces de l'Est du pays, mais aussi celle qui est victime de la misère qui nous est imposée par certaines personnes au niveau de nos provinces. Merci beaucoup. Nous allons vous demander de pouvoir, n'est-ce pas, vous présenter. Qui êtes-vous? Merci beaucoup, cher journaliste. Je suis Rémi Kassindi. Je suis directeur du Centre de recherche et d'études stratégiques en Afrique centrale. Je suis également activiste pro-démocratie et acteur de la société civile du Sud Kivu. Et je suis consultant pour plusieurs organisations internationales, mais aussi je suis citoyen congolais qui aime ce grand pays. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est riche. Nous avons notre première question. Voudriez-vous nous parler de la motion de défiance qui a été initiée par les députés provinciaux contre le gouverneur de Sud Kivu, M. Théo Ngwabidje? Et pourquoi la motion n'a-t-elle pas été votée contre lui? Merci beaucoup. Je suis très content pour l'intérêt que tu apportes à cette question. Je note que je dois tout d'abord informer à tous les auditeurs que je ne suis pas député provincial, peut-être pour entrer dans les fonds de ce qui les a animés pour qu'ils mettent sur pied cette motion. Mais au moins, en tant que citoyen congolais, je me dis qu'ils ont eu les mêmes sentiments que nous qui sommes leurs électeurs, nous qui sommes cette population victime d'une mauvaise gouvernance, bien sûr, et victime d'une sorte de népotisme que nous sommes en train de subir en province du Sud Kivu, mais aussi cette population qui vit le quotidien, qui ne se plie et voyager, par exemple quitter Bukavu pour arriver à Uvira et devenir un combat qui ne cite plus son nom, un parcours de combattant, si je peux le dire ainsi. Et donc il faut arriver sur place, peut-être même dans la plaine de la Rusizi, si c'est pas l'insécurité qui est causée par les personnes en armes ou les bandits armés, ce sont les routes qui sont coupées parce que les ponts et ces rivières qui se déversent dans la rivière Ruzizi n'ont pas été, ces ponts n'ont pas été réhabilités. Du coup, ça crée une insécurité totale contre la population.
si vous faites la route, vous arrivez à Uvira par exemple, vous trouverez également une population victime des inondations, c'est-à-dire avec la rivière Mulongwe, qui se déverse dans le lac Tanganyika. Et cette rivière est devenue une source d'insécurité pour la ville d'Uvira. Et pas seulement que c'est une source d'insécurité, mais également il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées, emportées par les eaux, mais il n'y a personne qui a osé penser qu'il faut réfléchir sur la manière dont cette rivière doit servir, parce qu'elle peut servir à la population, mais ne pas devenir une source qui les insécurise. Et vous quittez Uvira pour aller à Fizi. Là, n'en parlons plus parce que ce sont des véhicules qui sont entrés qui ne retrouvent plus les passages et qui sont obligés de passer par le lac. Et vous avez suivi les images comme tout le monde, et que certains véhicules sont même tombés dans les lacs Tanganyika. Et sans citer l'insécurité, donc vous sentez que la première insécurité que nous avons au niveau de la province du Sud Kivu est vraiment une insécurité sociale et économique. En ceci s'ajoute une insécurité due aux personnes en armes. Là, je parlais de l'axe Sud-Sud. Vous prenez la route qui mène vers Mwenga. Là, franchement, c'est l'enfer que nos compatriotes sont en train de vivre. Je vous informe que 25 kilos de farine qui sont payés à Bukavu au prix de 16 $ reviennent à 150 000 francs congolais. Pour dire que c'est autour de 80 $ américains. Vous pouvez vous imaginer quelle est cette population, avec quel revenu, le revenu moyen de cette population vivant à Kapituga, Kassik, partout là, qui doit subir cette pression économique. Et une population qui n'a pas d'entrée, qui n'a pas d'assistance, mais qui subit cette pression économique. De 16 $ à Bukavu, et même à Bukavu, ceux qui sont sur place ne sont plus capables de se payer ces 25 kilos de farine. Et vous arrivez à Mwenga, c'est autour de 150 000 francs congolais ou près de 80 $. Donc, mettez-vous en tête que la population est en train de souffrir. Je laisse la route qui mène vers Mwenga, je prends la direction de Chabunda. Là, n'en parlons pas parce qu'elle n'existe plus. La population est obligée de prendre les avions et l'avion n'est pas réservé à qui que ce soit. Donc comprenez que cette situation est vraiment catastrophique et mériterait une attention d'une autorité responsable. Si je rentre dans la ville de Bukavu, la ville de Bukavu, c'est une insécurité totale. Il ne se passe une nuit sans qu'il y ait quelqu'un qui aurait été tué par des bandits en armes, ou peut-être, si ce n'est pas les bandits en armes, ce sont souvent, par exemple, les échangeurs qui en sont victimes, et peut-être d'autres personnes, mais au moins il ne se passe plus une nuit sans que quelqu'un, un compatriote, ne soit tué dans la ville de Bukavu. Qui peut tolérer cette bêtise? Qui peut accepter que nos compatriotes, parce que moi je me dis souvent que c'est aujourd'hui l'un ou l'une de mes compatriotes qui en est victime, demain ça sera moi. Et du coup, c'est une question qui doit m'interpeller. Je dois me dire que si c'est pas moi, ça sera peut-être mon petit frère, parce que mon voisin, mon frère d'à côté, en est tombé victime. Et là, c'est pour la vie de Bukavu. N'en déplaise à ceux-là qui pensent que d'autres territoires sont beaucoup plus sécurisés, mais il n'y en a pas au Sud Kivu. Donc, tous les territoires du Sud Kivu sont en insécurité. Et la ville de Bukavu vit l'insécurité économique, physique et même sociale. Donc, c'est une insécurité grandissante et nous, on s'était dit que cela ne peut plus durer parce que la population est en train de souffrir. Voilà peut-être quelque chose qui a animé également l'esprit des honorables députés qui ont décidé que malgré cette pression fiscale
la pression économique, la pression sécuritaire, la pression, fait toute cette pression autour des économiques au niveau de la province, les routes qui ne sont plus réhabilitées, et même au niveau du budget, au sein de au niveau de l'exécutif provincial, les budgets qui causent problème. Parce qu'il y a 2 ans, la province avait pris une dette à la Rabobank, c'était autour de 3 500 000 $ pour construire une route qui quitte de la place de l'indépendance jusqu'à Ngouba. Je parle de la place Moulamba jusqu'à Ngouba. Je vous informe que 2 ans après, cette route n'a jamais été construite. Elle est devenue également comme une sorte de calvaire d'un combattant, parce que ce sont les chauffeurs qui souffrent, ce sont les pratiquants, ceux qui pratiquent cette route qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Je pense que c'est là qui a poussé les députés à prendre cette décision et d'interpeller le gouverneur pour qu'il réponde à ce genre de questions, jusqu'à lui soumettre une motion de Défiance. Une motion de défiance. Voilà, c'était la situation que nous avons vécue. Et moi, personnellement, j'ai encouragé ces députés. J'ai estimé que nous, en tant que population, devrions accompagner ces compatriotes qui sont des compatriotes dignes, des vrais dignes, je dis bien des vrais dignes, qui sont les vrais ouins de la population et de Dieu. Parce que celui qui est oué par la population le devient également par Dieu. Parce que Dieu est avec la population. Alors c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes dit que je pense que ces députés ont compris qu'ils n'allaient plus accepter d'être traités comme des sous-hommes et de prendre leurs responsabilités, d'où l'interpellation qu'ils ont faite contre le gouverneur. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je pense que nos téléspectateurs, les internautes, nos auditeurs, n'est-ce pas, ils ont suivi avec attention des raisons, quelques raisons, n'est-ce pas, pour lesquelles les députés provinciaux ont pu initier la motion de défiance contre, n'est-ce pas, l'actuel gouverneur de province, M. Théo Ngouabidje. Ce n'est pas la première fois dans cette province, nous ne le dirons jamais assez. Pendant le règne de M. Chibalonza, il était aussi, n'est-ce pas, victime. Il était victime de la motion de défiance initiée par l'Assemblée provinciale à son temps, et il était parti. Mais pour le cas sous examen, c'est-à-dire le cas de M. Ngouabidje, aujourd'hui, il a survécu à cette motion. Donc, il faut retenir que, selon notre intervenant, il y a 2 raisons, entre autres, n'est-ce pas, qui ont poussé les députés provinciaux à avoir initié cette motion, c'est-à-dire la motion de défiance. Premièrement, il y a l'impraticabilité des routes, ou bien l'absence de routes, de desserts agricoles liant la province au territoire, ça veut dire la province à l'intérieur de la province même, mais aussi l'insécurité grandissante au niveau de la province. Au moins chaque jour, des personnes, des citoyens congolais sont assassinés par des éléments non autrement identifiés. C'est l'expression qu'on nous donne. Pourtant, l'article 52 de la Constitution donne l'obligation au pouvoir public, notamment au niveau de la province, les gouvernements provinciaux, la police provinciale, l'armée provinciale, les services de renseignement au niveau provincial, d'assurer cette sécurité, de mettre en œuvre l'application de ces principes, ces obligations constitutionnelles. Et donc, il y a une défaillance grandissante à ce niveau-là. Et donc, comme les députés sont des représentants des citoyens au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme au niveau de l'Assemblée provinciale, dont il est question ici, nous, le peuple, nous sommes les souverains premiers en vertu de l'article 5. Et donc, les députés sont des représentants. Et les députés ont le droit d'initier une motion de censure ou de défiance contre, respectivement, contre les membres du gouvernement provincial, les ministres provinciaux,
et les gouverneurs. Lorsqu'il s'agit du gouverneur, on parle de la motion de défiance, mais lorsqu'il s'agit des membres du gouvernement provincial ou membres du gouvernement national, on parle de la motion de défiance, de censure, de censure. Donc, voilà, aujourd'hui, monsieur Rémy vient de nous donner des éléments de réponse. Merci beaucoup, monsieur Rémy. Mais je voudrais poser la question suivante. Comme les députés n'ont pas tous voté pour le départ du gouverneur provincial, cela veut dire qu'ils ont été convaincus par le travail? Est-ce qu'ils ne sont pas informés de la réalité qui se vit dans la province? Et merci également pour cette deuxième question. Et moi, je voulais noter que certains députés ont trouvé mieux de défendre le gouverneur. Ils ont raison, ils savent pourquoi ils ont décidé d'agir de la sorte. Mais au moins, il y a eu des influences d'une manière ou d'une autre. Ce sont des influences qui peuvent être liées à tel ordre ou tel, parce qu'il y a ceux-là qui estiment qu'il faut pas protéger le gouverneur sans argent, et d'autres ont estimé qu'il fallait se faire de l'argent autour de cette question. Moi, personnellement, je n'aimerais pas parler de ces députés qui ont estimé qu'il fallait faire un travail moyennant l'argent, c'est-à-dire protéger le gouverneur, un gouverneur défaillant moyennant l'argent. Je pense que ceux-là qui ont mérité et qui sont accompagnés par la population, parce qu'au moins, même les députés qui ont protégé le gouverneur savent, on a discuté avec certains, mais qui disent que c'était pas important. Donc, ils disent qu'il y a des problèmes en province, mais ils se disent que c'était pas important. Alors, pourquoi ils ont accepté de les maintenir? C'est parce qu'il y a l'argent qui a circulé. Et c'est tout le monde qui le sait. L'argent a circulé alors que c'est de l'argent que nous, les contribuables, le petit peuple paye comme taxes et impôts. Deuxièmement, l'argent qui a circulé ne vient pas de la poche d'un individu. C'est de l'argent qui est payé par nos taxes. Alors, si c'est l'argent du contribuable congolais qui doit être utilisé pour corrompre les députés élus du peuple, moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'aurais voulu que cet argent soit utilisé pour d'autres actions, d'autres activités, que l'argent soit utilisé par exemple pour payer les agents du cabinet du gouverneur qui viennent de faire plus de 6 mois sans être payés. Que cet argent soit utilisé pour payer les agents de la direction provinciale de mobilisation et encadrement de recettes, qui viennent de faire plusieurs mois, si pas 2 ans, sans être payés, et qui organisent des sit-ins chaque jour pour demander à ce qu'ils soient payés. Ce sont des humains qui doivent vivre également. J'aurais voulu que cet argent qui a été utilisé pour corrompre certains députés soit également utilisé pour aider la police et l'armée à lutter contre l'insécurité dans la ville de Bukavu. C'est pas de l'argent qu'on doit se partager entre députés comme ça. Et cela, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à être un peu radical par rapport à cette question. On ne doit pas accepter que les gens se permettent de piller la République. Je dis bien piller la République. Et la province du Sud Kivu, qui est la mienne, est responsable, est victime de tout ce qui se passe. Parce que si on n'a plus de routes pour le moment, si on ne peut plus réhabiliter nos zones minières, si on ne peut plus faire notre travail convenablement, si on ne peut plus voyager à travers toute la province, c'est-à-dire quitter Bukavu pour Fizi, quitter Bukavu pour Chabunda, quitter Bukavu pour Mwenga, et même circuler pendant les heures tardives par peur de l'insécurité. C'est parce qu'il y a ces personnes qui se font de l'argent sur les dos de la population. Et c'est ce que nous déplorons, c'est ce que nous disons que cela doit cesser,
et nous avons estimé qu'il fallait mener un combat en tant acteurs sociaux. Vous pouvez le remarquer comment que tous les acteurs sociaux de la province du Sud Kivu sont conscients que le problème est réel. Toute la population est consciente que le problème est réel. D'ailleurs, au moment où je te parle, la population d'Uvira vient de lancer une journée de grève au niveau de la province et au niveau du territoire d'Uvira pour réclamer la réhabilitation de la route nationale numéro 5. Pourquoi? Parce qu'elle est délaissée. Et si cette route qui est délaissée, qui mène jusqu'à Mississi, qui est une des entités les plus productives de la province de Sud Kivu, parce que c'est la zone minière où on produit plus d'or en province de Sud Kivu, mais délaissée en soi, parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que cette partie de la République soit réhabilitée ou soit protégée. Et donc, moi, j'encourage la population d'Uvira qui estime qu'il faut revendiquer, et elle a décidé de ne pas payer les taxes, et peut-être une journée de grève, pardon, et des actions vont suivre par rapport à ça. Je pense également que d'autres territoires vont emboîter les pas, et que demain, après-demain, ceux-là qui se disent qu'il faut corrompre les députés, comprendront qu'on ne dirige pas une population par défi. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Et j'en profite pour lire les commentaires de Madame Laura Tricia qui dit ceci. Je salue l'initiative de la province et j'ose croire ça va aider Monsieur Ngwabidje à revoir sa façon de travailler et pourquoi pas à changer. Sinon, ça ne va pas au Sud Kivu depuis son arrivée. Quel est votre point de vue par rapport aux commentaires de cette intervenante? Oui, moi, je comprends que c'est une personne qui vit la province de Sud Kivu, qui comprend le vrai problème que nous sommes en train de traverser, parce qu'il y a d'autres qui font les sourds d'oreilles et qui se disent que non, il faut laisser que ça passe comme ça. Non. Moi, je pense que on ne doit plus laisser les bêtises se produire dans ce pays. On a vécu des bêtises par le passé, on a vécu des difficultés par le passé, on a vécu des personnes se faire tuer par le passé. On voit comment d'autres personnes sont en train de perdre leur bien à travers nos routes et par-ci par-là. J'encourage la dame, Madame Laure, qui vient de parler tout à l'heure, et je pense que c'est une personne qui est vraiment avisée et sur qui nous pouvons compter dans la lutte contre les antivaleurs en province du Sud Kivu. Je l'encourage franchement et je suis très ravi de la manière dont elle suit, ou sûrement qu'il doit être comme moi dans cette lutte. Merci beaucoup, je pense qu'il vous a suivi avec attention et intérêt, bien entendu. Maintenant, je me pose la question, à vous entendre dire, il y a lieu de croire que nous sommes dans une situation où les fonds de la province sont détournés. Si déjà, même ceux qui travaillent au niveau du gouvernorat, les agents de la fonction publique ne sont pas payés. Pourtant, ils travaillent, mobilité de recettes. Pourquoi l'Assemblée provinciale ne peut-elle pas initier, demander qu'il y ait un audit sur la gestion de l'autorité provinciale? Chers journalistes, je pense que je voulais tout d'abord revenir sur le contexte de l'arrivée de M. Deo, qui est le gouverneur de la province Sud Kivu. Et c'est dans un contexte un peu particulier, parce qu'on était dans une période préélectorale, et pendant cette période, il y a eu changement. Et au niveau de la province Sud Kivu, on avait un autre gouverneur qui était décrit par la population. Et à l'époque, on s'était dit qu'il fallait avoir une nouvelle image, avoir quelqu'un d'autre. Et nous, en tant que société civile, nous avons mené campagne pour le renouvellement de la classe dirigeante en province Sud Kivu. Et à l'époque, je pense qu'il y a eu quelques politiciens qui se sont réunis à Kinshasa qui ont décidé de trouver une autre personne. C'est là qu'on nous a amené le gouverneur actuel. Alors, le gouverneur arrive, je
je suis peut-être parmi les premières personnes qui l'ont rencontré à son cabinet, qui a échangé avec lui. Et moi, personnellement, je pensais qu'on avait trouvé un ange en Provence. Je me disais que là, on a quelqu'un qui a vraiment les soucis de la province. Un, du fait qu'il était directeur d'une structure de l'État au niveau de la province, qu'il a travaillé dans les sociales, c'est-à-dire dans la protection sociale au niveau de la province en tant que directeur d'une institution étatique. Je me disais qu'en tant que jeune, parce qu'il est jeune, il n'est pas quelqu'un de trop âgé, je me disais qu'avec lui, on devait trouver des solutions par rapport à tout. Il avait une vision qui nous a convaincus, celle de gouverner autrement. Bon, c'est maintenant là que nous sommes en train de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par gouverner autrement. Par la suite, je voulais d'abord parler des engagements que j'ai pris personnellement, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois, on a longuement discuté avec lui, et on a même décidé de l'accompagner. Et nous, en tant que collectif Amka Congo, au niveau de la province du Sud Kivu, nous avons même été taxés de tous les mots, disant que nous protégeons quelqu'un qui ne gère pas la province convenablement. Nous avons été, on a été avec lui sur terrain, parce qu'on voulait lui montrer le vrai problème de la population. Je me rappelle que nous avons organisé une tournée avec le gouverneur vers Bouolo 4, on est parti vers le lycée Ouima, on a été à Bagira, on a été chez Kibonge, on a été du côté du lycée Ouima, et voilà, nous, ce que nous on ne voulait pas avoir un gouverneur du bureau, on voulait avoir quelqu'un qui est sur terrain, qui peut comprendre par rapport aux actions que nous menons, que les problèmes se trouvent sur terrain, et que cela devait lui pousser à réunir les cadres de base, pour que les cadres de base l'accompagnent dans les combats que nous sommes en train de mener. C'était ça la vision que nous avions. Nous sommes revenus sur terrain, nous avons compris qu'il se pose également un problème d'insécurité. Nous avons organisé une marche dans la ville de Bukavu qui a réuni plus de 3000 personnes. Et ces 3000 personnes, c'était quoi? Pour essayer d'accompagner le gouverneur de province pour qu'ensemble, nous puissions travailler sur la manière dont nous devons endiguer l'insécurité. Et la marche a réuni les 3000 personnes et au même moment, nous avons demandé au gouvernement central d'accompagner le gouverneur dans le cadre de la protection des civils. C'était une marche qui avait totalement réussi parce que nous avons rencontré le commandant région, nous avons déposé le mémo et je me rappelle qu'on a reçu même des appels de Kinshasa, des gens qui nous félicitaient par rapport à l'action que nous avons menée et de l'initiative en soi. Et troisièmement, nous nous sommes dit que les jeunes sont les premières victimes de l'insécurité. Et à partir de là, nous avons organisé une marche de soutien à l'entrepreneuriat où on voulait accompagner le gouverneur à créer des opportunités d'emploi en faveur de la jeunesse. Nous avons organisé une marche qui a regroupé plus de 700 jeunes au niveau de la ville de Bukavu et cela devait se répercuter sur d'autres territoires, mais la situation ne l'a pas permis pour que nous fassions encore quelque chose. Je reviens encore sur ce que nous avons fait avec lui pour accompagner le gouverneur. On a organisé une marche parce que nous avons compris que l'insécurité que nous sommes en train de vivre est due également à l'absence de l'électricité. Parce que, l'électricité devait nous aider à lutter contre l'obscurité, parce que l'obscurité était la base aussi de l'insécurité. Et lorsque nous avons organisé cette marche, c'était aussi pour demander à la Société nationale d'électricité de travailler sur des mécanismes permettant à la population du Sud Kivu d'avoir plus d'énergie électrique pour permettre à l'autorité de créer des emplois et des mécanismes ou même d'avoir un contexte économique qui nous permet de créer des emplois. Voilà, on avait accompagné les gouverneurs. Heureusement qu'aujourd'hui, le travail qu'a fait le collectif Amka Congo produit des effets parce qu'on est en train d'installer des compteurs prépaid au niveau de la ville de Bukavu. Et ces compteurs prépaid, c'était pour réduire la consommation de l'électricité et permettre à d'autres personnes d'accéder à l'électricité en soi. On avait demandé à l'époque
à la direction générale de la SNEL de réfléchir sur d'autres mécanismes permettant d'amener un changement dans sa gestion au niveau de la province. Je pense qu'ils sont en train d'y travailler. En fait, on a fait beaucoup de choses. On a organisé d'autres marches au niveau de la ville pour accompagner les gouverneurs, pour lui montrer. On a même amené des investisseurs en province pour aider les gouverneurs. Mais le problème, c'est quoi? Nous, avec tout ce que nous avons pris comme initiative, en fait, il y a eu beaucoup de choses que nous avons faites. Tout ce que nous avons fait comme initiative, on s'est dit que chaque fois que nous nous séparons avec l'autorité, et il prend tout ce que nous l'avons dit, il met à côté, il fait ce qu'il veut. Et parmi ce qu'il est en train de faire, c'est ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Une province qui est à terre, détruite totalement. Parce qu'on n'a plus de routes. On n'a plus, les agents ne sont plus payés. On n'a pas de structures qui sont renforcées. Et je pense qu'il se focalise beaucoup plus avec ses partenaires politiques avec qui il gère la province, au lieu de se concentrer sur la population. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Et nous nous sommes dit que l'autorité doit comprendre qu'il est là parce que la population est là. Il est là parce qu'il y a cette population qu'il doit accompagner, mais pas parce que les leaders politiques l'ont amené et peuvent avoir de l'influence sur lui. Il est vrai qu'il a des mots à dire à ceux-là qui l'ont amené au pouvoir, mais il doit comprendre que c'est la population qui devait être la première, qui est la première victime de tout ce que nous vivons et qui devait être le premier bénéficiaire des actions qu'il devait mener en province. C'est ce que nous ne voyons. On ne voit plus tout ça parce que lui s'est embourbé dans beaucoup de choses, oubliant même qu'il avait une population qui a besoin de lui en province. C'est ce que nous nous sommes dit, que les acteurs sociaux ont dit que ça ne peut plus durer. On n'accepte plus que nos efforts soient anéantis à tous les niveaux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. On travaille avec les députés. Nous allons continuer à mobiliser les députés au niveau de la province pour que la situation soit résolue. On aurait même voulu organiser un dialogue social au niveau de la ville, mais nous avons compris que on est dans un pays de dialogue, finalement on ne trouve pas de solution. Soit c'est la justice qui nous départage, ou c'est l'action citoyenne qui l'emporte. Et c'est là que nous sommes pour le moment. Et je pense que c'est un combat noble qui est accompagné par toute la population et que l'avenir nous donnera raison. D'accord, que l'avenir nous donnera raison. Il y a un autre commentaire d'un internaute, d'un téléspectateur, M. MC Bakole. Il est l'initiateur de la chaîne YouTube MC News TV, à qui nous disons merci et dont nous saluons aussi le travail qu'il est en train de faire pour l'intérêt de la communauté congolaise. Il dit aussi: j'aime bien toutes les démarches pour sanctionner toute forme de malversation ou même mauvaise gestion. Première question: à qui aurait profité la démarche de destitution? Deuxième question, il dit en Swahili: si Ebote Tuko Bayouai, n'allons pas vite en besoin et créer des missions. Troisième question, ou troisième point: nous sommes une jeune démocratie et nous et ceux qui nous dirigent. Il aurait peut-être fallu l'avertir et j'espère que cette première va lui servir de grand fimbo. À ce qu'il y est parlé. Merci MC News TV. Quelle est votre opinion par rapport à ces commentaires? Merci beaucoup. Je salue monsieur MC Bakole, j'ai toujours eu l'habitude de suivre ses émissions sur MC News. Moi, je voulais dire que les premiers bénéficiaires de l'action menée par les acteurs sociaux, parce que c'est un combat qui prend en compte les revendications des acteurs sociaux, et donc c'est là qui représente la population, qui est accompagné par les députés provinciaux qui ont la charge qui sont parlementaires, et qui ont également la charge de plaider en faveur de cette même population, mais aussi, à part les acteurs sociaux,
les acteurs politiques au niveau du Parlement, il y a l'autorité au niveau de l'exécutif qui devait mettre en application sa politique en province. Voilà. Je pense que le premier bénéficiaire de cette action serait tout d'abord la population congolaise. Parce que si le gouverneur aurait été déchu, sûrement que ça aurait des perturbations, mais ça permettrait à d'autres personnes qui vont venir après lui de comprendre qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi, d'éviter les malversations financières, d'éviter le népotisme en province, d'éviter les détournements, et c'est là de se concentrer sur le travail et la sécurité de la population. Voilà la première leçon que cette population devait, cette population devait avoir ou devait suivre. Cette leçon-là devait permettre aussi à la population de réfléchir. Et la motion en soi devait être également pédagogique, parce qu'elle est également pédagogique et même méthodologique. Elle nous permet d'éduquer d'autres personnes, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et voilà par rapport à la première question. L'autre aspect, c'est celui de dire que Chivote Tuku Bayouaï. Effectivement, il faut Tuku Bayouaï. Il faut que nous soyons tous des Bayouaï. Ça veut dire quoi en français? Non, être Bayouaï, c'est-à-dire, il y a un terme un peu vulgaire qui est toujours utilisé à Bukavu, c'est je les connais, je connais tout. Alors il faut que nous soyons tous des je les connais. Okay. Bayouaï, c'est-à-dire on connaît tout, on connaît tout. Alors il faut que nous soyons des personnes qui connaissent au moins comment est gérée notre province. Si on ne sait pas comment est gérée notre province, comment allons-nous suivre l'action du gouvernement? Comment allons-nous suivre l'action des autorités, de l'exécutif, de l'action parlementaire? Comment allons-nous suivre les actions des acteurs sociaux? Et donc, nous devons être des Bayouais pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai toujours aimé ces mots qui a été utilisé par le gouverneur Théo. Et troisièmement, est-ce que vous pouvez revenir sur la troisième question, s'il vous plaît? Sur la troisième question, il dit... oui, nous sommes une jeune démocratie et nous et ceux qui nous dirigent. Il aurait peut-être fallu l'avertir et j'espère que cette première va lui servir de grand fimbo pour dire des leçons à ce qu'il y est pas. Oui, c'est vraiment une leçon. Je venais de le dire tout à l'heure. L'action a été pédagogique et méthodologique. Voilà ce que j'ai dit au début. Je pense que il aura compris parce que la prochaine fois, c'est vraiment une leçon. Une leçon. Et je dois noter que les députés qui ont lancé la première motion contre lui n'avaient que 6 voix, je pense, ou 5. Et pour le moment, c'est là qui, pas la pétition, mais la motion, je voulais dire, pour le moment, la force de ce qu'on est en train de faire pour le moment, c'est le fait que nous avons l'appui de toute la population. Et donc, c'est une affaire de la population qui est accompagnée par les députés. Ce n'est plus une affaire à prendre à la légère. Mais là, je ne comprends pas. Il y a un paradoxe, finalement. C'est une affaire de la population. Il y a les députés qui vivent à côté de l'air du souverain primaire, la population. Ils sont informés des misères, ils sont informés des problèmes de la population, l'impraticabilité des routes, l'insécurité, le problème de chômage, le problème des arriérés, des fonctionnaires, n'est-ce pas, de l'État, tout ça. Mais malgré tout cela, les députés, n'est-ce pas, ne votent pas pour le départ du gouverneur. Est-ce que pensez-vous que cela pourrait avoir des répercussions lors des prochaines élections contre ces députés-là? Effectivement, nous sommes dans une ville très compliquée. La province du Sud Kivu est très compliquée. Et ne pensez-vous pas que cette affaire est passée inaperçue? Et je ne pense pas que ceux-là qui sont en train de s'aligner derrière la misère de la pauvreté et qui pensent qu'il faut protéger des individus parce qu'ils ont gagné des miettes. Ne pensez pas que
que la population n'est pas en train de suivre. Il faut lire les commentaires sur le visage de la population. Même une maman qui vous vend les champignons en train de circuler sur la route, c'est très très bien que la vie est très très compliquée pour les mouvements en province du Sud Kivu. C'est pas ce que nous on est en train de vivre que ceux-là qui n'ont pas voulu voter en faveur du départ, que eux vivent parce qu'ils ont reçu 5 000 $. Ils vivent parce qu'ils ont reçu, c'est pas 4 000 $, parce qu'on les a distribué de l'argent. Voilà, ils vivent au dos de sur les dos de la population. Et donc, je pense que cette affaire, comme je l'ai dit, est vraiment pédagogique et va servir dans les jours à venir. Et ne pensez pas que nous ne connaissons pas tous ces députés qui ont trempé dans cette magouille. Nous les connaissons. Et demain, après-demain, nous allons leur brandir tout ce qu'ils ont fait là. Je connais un député avec qui j'ai échangé aujourd'hui qui m'a dit, mon cher, nous on l'a fait, mais moi-même je regrette pourquoi j'ai voté pour. Il me l'a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, même pendant la journée. D'ailleurs, c'est pas un seul député. J'ai appelé au moins 2 ou 3 qui m'ont dit que non, franchement, voilà, il fallait pas qu'il parte. Mais moi-même, je regrette que je n'ai pas pu voter pour son départ. Parce qu'au moins, nous connaissons qu'il y a des problèmes sérieux, mais comme on l'a dit dans l'Assemblée, c'était pas opportun. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et voilà, même eux-mêmes sont conscients. Mais pourquoi ont-ils accepté? Parce qu'on leur a donné des miettes et parce que leurs autorités morales ne les ont pas demandé à agir de la sorte. Parce que ce sont les mêmes autorités morales qui sont bénéficiaires des petites choses, des avantages d'une manière ou d'une autre. Nous savons comment ça se passe. Et nous, on s'est dit que c'est un combat de la population. Nous allons accompagner jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Si le gouverneur ne s'amende pas, voilà, nous prendrons d'autres actions citoyennes et tout en respectant la Constitution et pour parvenir à des solutions beaucoup plus durables, protéger notre population. Et nous pensons que le chef de l'État, qui prône pour le respect, d'abord mutuel, qui prône pour le changement de mentalité, a suivi de très près. Parce qu'il y a de ceux-là qui viennent lui mentir et qui veulent utiliser les mots union sacrée comme des marchepieds. Après avoir commis des bévies, ils viennent, non, nous soutenons l'union sacrée, alors qu'ils salissent le nom du chef de l'État par-ci par-là. Et nous, on ne doit pas accepter cela. On ne doit pas accepter que le nom du chef de l'État soit sali parce qu'il y a de ceux-là qui veulent utiliser son initiative qui est personnelle, qui est du chef de l'État, pour salir le nom du même chef de l'État. Nous, on ne tolère pas cette bêtise. Et nous respectons notre institution, qui est l'institution présidente de la République, et les jeunes ne doivent pas se permettre de commettre des bêtises par rapport au nom du chef de l'État. Et je pense également que ces leçons apprises par rapport à ce que nous avons vécu nous ont permis également de comprendre ce que nous sommes, qui sont avec nous, qui sont avec la population, qui vivent de leur ventre, parce qu'il y a ceux-là qui ont enlevé le cerveau au niveau de la tête, ils ont mis le ventre à la place du cerveau. C'est ce que nous avons vécu. Des gens qui connaissent très bien, et qui connaissent très bien l'exemple d'Hitler, qui a des poules qui ont été déplimées, et lorsqu'on déplime la poule, on la jette, et on jette également un peu de maïs. La poule déplimée, par la même personne, commence à manger, à prendre la maïs, ce maïs, pardon. Et après avoir pris ce maïs, et elle ne comprend pas que c'est la même personne qui donne la maïs, qui est à la base de ce qu'elle est en train de subir comme malheur. Voilà, ce sont des exemples-là, et qui auront des réponses dans les jours à venir. Les élections arrivent d'ici peu, et c'est une base de données que nous sommes en train de mettre sur pied. Ces gens paieront les jours, et l'avenir nous donnera raison. Donc, les députés qui ont trahi le peuple, ils vont les payer, n'est-ce pas, au cash lors des prochaines élections en 2023. Que Dieu nous prête vie. Merci beaucoup. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est de vous remercier. Remercier notre chaîne YouTube. Demander à la population du Sud Kivu d'être vigilante et de comprendre que nous devons nous mettre ensemble
pour lutter contre les antivaleurs et demander à la population de comprendre que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons voulu par le passé. C'est-à-dire, on a amené des gens qui n'ont pas eu le temps de... En fait, on a eu beaucoup de suppléants. Ce sont les suppléants-là qui font souffrir l'Assemblée provinciale. Et moi, je regrette que ce soit eux ceux-là qui sont députés, les principaux députés, sont parmi ceux-là qui ont voté pour le départ du gouverneur. Mais les suppléants, ils sont en train de protéger des petites choses, voilà quoi. En fait, nous devons dire à la population de comprendre que chaque peuple mérite ses dirigeants et qu'avec cela, il doit tout faire pour que notre avenir, qui est leur avenir, soit vraiment plus meilleur. Nous devons ensemble travailler pour que cela change, pour lutter contre le népotisme, lutter contre l'insécurité, lutter contre les bévies que nous sommes en train de traverser pour le moment, mais aussi demander au gouverneur de prendre ses responsabilités. Parce que les jours qui viennent seront plus compliqués s'il ne change pas. S'il change demain, on peut toujours croire que peut-être nous allons aussi rectifier nos tirs. Mais si on trouve que la situation perdure encore une fois, les jours qui viennent seront plus compliqués. Merci beaucoup. Si la situation ne change pas, les jours qui viennent seront plus compliqués. Et je pense que c'est une leçon que monsieur le gouverneur de la province de Kivu, Théo Ngwabidje, c'est la leçon qu'il a eue à partir de cette motion de défiance, bien qu'il en a échappé de justesse. Et nous pensons qu'il va changer la façon de gouverner. C'est lui qui nous promettait lors des campagnes électorales qu'il devrait gouverner autrement. Voilà ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons voir de lui. Merci beaucoup, bonsoir, au revoir. Bonsoir également et bonne fête à tout le monde. Bonne fête aussi de Kivousia. Merci beaucoup. Merci. Okay. Voilà, chers amis, vous venez de suivre M. Rémi. Rémi qui est un acteur de la société civile. Il s'est présenté. Je pense que vous avez suivi les contextes dans lesquels la motion de défiance a été initiée et prise par les députés provinciaux contre le gouvernement provincial. Vous avez compris les griefs ou les motifs ou les reproches qui étaient adressés au fait contre monsieur le gouverneur. Et entre autres, M. Rémi a cité l'insécurité grandissante dans la ville de Bukavu, mais également à l'intérieur de la province, à Uvira, à Mwenga, à Shabunda, à Calais. Donc c'est toute l'étendue de la province de Kivu. Et il a aussi parlé de la problématique des transports. Ça veut dire les routes ne sont pas en bon état, malgré qu'il y a les péages péage route, donc des taxes, les impôts également qu'on paye, n'est-ce pas, pour faire fonctionner la province. Nous l'avons dit dans notre introduction que la province ici de Kivu, à elle seule, elle a la frontière avec la capitale du Burundi, donc Bujumbura, à travers, n'est-ce pas, la poste frontalière de Kavivira. C'est la province qui a la frontière lacustre avec la Tanzanie, la Zambie, et aussi c'est la province qui connaît, n'est-ce pas, qui a beaucoup de ressources naturelles. Il y a aussi les eaux, il y a or, il y a donc l'exploitation de tout genre au niveau de cette province. Il y a la faune, il y a aussi le parc national de Kaouzi-Biega, qui est un grand patrimoine qui fait entrer beaucoup d'argent pour le tourisme. C'est une province, n'est-ce pas, qui a beaucoup de sources de revenus.
Mais la question se pose pourquoi il n'y a pas un décollage. C'est une province qui a connu, depuis 1966 jusqu'à 2020, qui a connu 23 gouverneurs. Et si vous prenez de 2004 à 2020, c'est une province qui a connu 10 gouverneurs. Malgré cela, rien ne change. La province ne décolle pas. Et M. Rémy a expliqué pourquoi. Et les députés, il y a des soupçons de corruption. C'est ce qui a fait à ce que le gouverneur ne soit pas, n'est-ce pas, victime de la motion de défiance contre lui. Donc, il a été sauvé par les députés. Et c'est aussi une autre problématique, parce que c'est une déception au niveau des électeurs. Si les députés qui vivent côte à côte avec la population ne peuvent pas défendre les intérêts de cette dernière, c'est vraiment décevant. Et je pense que la population doit comprendre qu'il faut envoyer des personnes qui sont dignes, des personnes qui sont capables et responsables pour la représenter et défendre valablement ses droits et intérêts au niveau des institutions, notamment la province ou l'Assemblée provinciale. Cela étant dit, nous allons maintenant parler de l'analyse juridique. Et la première question va consister à savoir si la province du Sud Kivu, comme toute autre, jouit de l'autonomie de gestion de ses ressources. Ça, c'est la première question. Par rapport à cette question, si vous lisez l'article 2 de la Constitution, on parle de l'autonomie de gestion, de l'autonomie des ressources humaines, financières et techniques au niveau de chaque province. Parce que la province, comme les entités territoriales administratives, ça veut dire la commune, la ville, la chefferie, les secteurs, jouissent de la gestion, le principe de l'autonomie de la gestion financière, administrative, technique. Ça veut dire il y a des fonds qui sont perçus au niveau de la province et qui sont gérés localement. Si vous lisez aussi l'article 203 de la même Constitution, où on parle de compétences concurrentes entre la capitale ou le pouvoir central, Kinshasa, et les provinces, la question, n'est-ce pas, des calamités naturelles, comme ce qui s'était passé à Ouvira, les inondations qui ont endeuillé, n'est-ce pas, qui ont endeuillé la population, qui malheureusement n'a pas été assistée jusqu'à aujourd'hui. Cette question de calamité, c'est une question qui relève de la compétence concurrente entre la province et le gouvernement central. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la population jusqu'à aujourd'hui n'a-t-elle pas été assistée? Pourquoi elle n'est pas assistée malgré que la province regorge de ressources énormes, malgré que la population paie des taxes? Pourquoi c'est là? Et même ce même article, n'est-ce pas, article 203, parle de la question de ce qu'on appelle la construction des routes. Des routes, c'est une question de ce qu'on appelle de la compétence concurrente. Ça veut dire le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l'entretien des routes d'intérêt national, c'est la question qui relève de la compétence des provinces, mais aussi du gouvernement central. Mais il faut jeter un coup d'œil sur la gestion des routes. Sur ma page Facebook, la page RDC Nouveau Départ, nous avons eu à collectionner une dizaine de photos qui renseignent sur l'état malheureux, désastreux de nos routes au niveau de la province. C'est terrible. Et nous les avons partagées et avec comme message, il faut que ces photos parviennent au gouverneur de la province. Sinon, c'est honteux. Le transport, ça devient tout un problème. Bukavu,
ne se plus, n'est-ce pas, être connecté au niveau de avec l'intérieur. Nous n'avons pas de routes de certes agricoles. On produit à l'intérieur, mais il n'y a pas moyen de faire écouler les marchandises au niveau de Bukavu. Tout ceci pourrait avoir un impact sur la vie, sur le social de la population. Voilà autant de questions. Si vous lisez toujours la Constitution, vous allez constater que l'article 171, cet article dispose que les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. Ça veut dire au niveau de chaque province, il y a la gestion autonome des finances. Mais où va l'argent qui entre au niveau de la province? Qui gère cet argent? Il ne faut pas oublier, par ailleurs, qu'au sud Kivu, il existe un grand port, le port de Kalundu, qui fait entrer beaucoup d'argent. Il y a des trafics, la custe qui se passe au niveau de ce port. Tanzanie, Kenya, Tanzanie, Burundi, il y a aussi, n'est-ce pas, la Zambie, à part le port de Kalundu. Selon certains, c'est le deuxième port du Congo, selon d'autres, c'est le troisième après Matadi. Le deuxième après Matadi, d'autres, c'est le troisième. Après Matadi, Boma. Nous n'avons pas parlé de la frontière avec le Rwanda qui faut entrer, n'est-ce pas? Qui fait entrer, n'est-ce pas, de l'argent, des fois au niveau de la province. On se demande où va cet argent. Si vous lisez l'article 198 de la même constitution, alinéa 1er, on dit que le gouvernement provincial est composé par le gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. À l'alinéa 6, on dit que le gouverneur présente son programme. Et son programme doit tenir compte de tous ces aspects. La sécurité, la question de l'eau, l'électricité, la santé, le travail, l'emploi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette province? Et c'est pour cela que les députés provinciaux ont initié cette motion, la motion de défiance, de censure, de défiance, contre le gouvernement provincial. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Le gouverneur a été sauvé par les députés. Selon certains, ils auraient été corrompus, ce que nous déplorons par ailleurs. Et donc, il y a tout un état de questions qu'on peut avoir, et on se demander pourquoi la province ne parvient pas à décoller malgré tout cela. Et donc, à part cela, si vous lisez la loi sur l'administration des provinces, vous allez constater avec moi que la province a des ressources. C'est la loi numéro 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. À l'article 44, on dit que le budget de l'État comprend les budgets du pouvoir central et le budget des provinces. Donc le budget des provinces est incorporé dans le budget de l'État. Si vous allez à l'article 48, il est dit ceci: les ressources propres des provinces comprennent les impôts, les taxes, les droits provinciaux et locaux, les recettes des participations. Ce sont des sources de revenus au niveau de la province. Il y a aussi l'article 54 de la même loi, n'est-ce pas, alinéa 1er, qui parle de 40%. 40% de retenue à la source au niveau des provinces qui bloque le décollage au niveau de la province de Kivu. Et c'est le marque de la volonté politique, et c'est le gouverneur en complicité avec les ordres qui viennent d'en haut. Est-ce que c'est Kinshasa? Et c'est en complicité avec les députés provinciaux? Voilà des questions, n'est-ce pas,
qui reste en suspense, qui bloque le décollage au niveau de la province de Sud Kivu. Avec toutes ces ressources que nous venons d'énumérer si haut, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de routes. Le social, on n'en parle même pas. Je pense que nous avons tenté de vous informer par rapport à cette problématique. En résumé, nous disons ceci. La motion de défiance initiée par les députés provinciaux contre le gouverneur de la province de Kivu, M. Théo Ngwabidji Kassi, cette motion a été rejetée parce que la majorité des députés provinciaux ont voté contre. Nous avons dit que cette motion c'est fait en vertu de la loi. Ce n'est pas question de mauvaise foi ou de la haine, mais c'est ce que la loi recommande aux députés provinciaux. Nous avons aussi retenu que la province de Kivu regorge de ressources énormes. C'est une province qui est située, qui a la frontière avec le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, qui connaît aussi des trafics avec la Zambie, via le lac Kivu, à travers le port de Kalundu, mais aussi d'autres ports privés, notamment le port de Mayaka, à Uvira. C'est une province, n'est-ce pas, qui, au regard de la loi, jouit de l'autonomie financière. Et donc, mais on se demande pourquoi il n'y a pas toujours de décollage. Si vous avez des éléments de réponse, vous pouvez les partager avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire décoller notre province? Merci beaucoup. Merci pour la confiance que vous attachez à notre chaîne. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube RDC Nouveau Départ. C'est gratuit. Il suffit seulement de cliquer sur l'icône abonner et ça sera fait automatiquement. Partagez nos émissions. Merci beaucoup et à la prochaine.